Bonjour à tous, bienvenue sur ce Tech Live, que je vais vous présenter donc en tant qu'Adrien van der Pol, coach Lean et agile. Tech Live proposé par, Clanic, qui a pour objet de vous présenter, ce que la mafia, peut nous apprendre de l'agilité, et je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans la famille. Alors bien sûr, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est réalisé sous forme de retour d'expérience, et ce retour d'expérience, c'est un retour d'expérience fictif, bien entendu. Ceci n'est qu'une pure œuvre de fiction. Mon objectif, c'est de démystifier, avec une analogie un peu humoristique et décalée, métaphore que vous pourrez réutiliser, si jamais vous vous posez des questions. L'organisation que je vais vous présenter, qui s'appelle La Famille, n'existe que dans cette présentation. Les techniques et méthodes que potentiellement vous verrez décrites, durant la présentation, sont juste destinées à illustrer, les concepts, et Clanic et moi-même ne faisons en aucun cas l'apologie, d'activités illégales. Le seul butin que nous allons récupérer, ce soir, c'est l'apprentissage collectif. Alors, je suis coach, agile, lean, depuis plusieurs années maintenant, mais dans le cadre, de cette présentation, et dans le cadre de la famille, bien sûr, mon surnom est Hadès le Vif, et je suis bien sûr dirigeant de cette organisation qu'on appelle la famille. La famille, c'est quoi? Eh bien, la famille, au départ, n'était qu'un petit groupe d'amis, hein, donc Hadès le Vif et Gérard le stratège, moi plutôt, maître dans le déverrouillage, et Gérard plutôt, un expert en logistique et en évasion. On était jeunes, ambitieux, on avait un talent naturel, pour tout ce qui était récupération illégale. Et nos premiers coups, étaient, surtout des combines, des petits braquages de supérettes, des cambriolages de résidences aisées. Tout ce qu'on réalisait, on le faisait, au feeling. La communication était en direct, et on avait surtout une grande réactivité tous les 2. Et quand un problème surgissait, que ce soit une alarme surprise, un renfort de police, on était en capacité de nous adapter sur le moment, et bien sûr, nos succès initiaux, étaient dus à notre agilité naturelle, à notre petite taille, et ça nous a permis, de réussir là où d'autres échouaient, et on était surtout connus dans le milieu, du braquage, pour notre capacité à improviser un plan B, en live, hein, j'ai envie de dire. Alors, comme, l'appétit vient en braquant, et que le succès attire le succès, et heu de même, attire de nouveaux talents, la famille a commencé à s'agrandir. Plus de membres, ça veut dire plus de compétences, hein, que ce soit du piratage informatique, de la démolition un peu plus lourde, des faussaires qui nous ont rejoints et qui nous permettaient de créer un certain nombre de fausses identités temporaires. Et ça voulait dire aussi que les cibles pouvaient être, plus grosses. Nos ambitions ont forcément grimpé, fini les supérettes, hein, on pouvait, à partir d'un moment, nous attaquer à des banques, à des banques régionales, à des galeries d'art, heu, et d'autres choses, de ce type. Le problème de l'agrandissement, comme toute, petite entreprise, c'est que, il faut aussi savoir se réinventer en termes de mode de fonctionnement, et notre ancienne façon de travailler, où tout le monde se parlait autour d'une table, tout le monde improvisait, on s'est rapidement rendu compte que ça fonctionnait plus. Les équipes étaient, surtout l'équipe était devenue trop nombreux, et les opérations, commençaient à devenir de plus en plus complexes, et le chaos donc menaçait notre organisation. Ce qui fait que, au travers de ce qu'on a pu connaître en termes d'expérience, on s'est dit: «Il faut mieux structurer, mieux planifier nos coûts, et amener un peu de cadre, à notre organisation».
Et c'est ce que nous avons fait, hein, fort de cette volonté de structurer et de planifier, on monte un braquage, qui nous semble à l'origine mémorable. Heu, ce coup, ce coup mémorable en fait était, commandité par notre commanditaire que nous appelons ici sponsor, qui a fait appel à nous donc pour récupérer, le diamant de l'étoile Nobile qui était, en exposition dans un musée régional. Et donc fort de notre volonté de structurer, eh bien, on a fait appel à des personnes de forte qualité, des personnes qui amenaient une forte expertise et notamment, on a fait appel à notre, cerveau, qui nous a, fortement aidés, hein. Donc le cerveau, si je devais le décrire, c'est quelqu'un qui prend le travail, son travail très à cœur. C'est vraiment un champion, hein, dans l'organisation et notamment dans l'organisation de braquage. Alors, notre cerveau, lui, passe, 6 mois à analyser de manière très détaillée ce qui se passe dans le musée régional pour le vol du diamant, hein, forcément. Il note, méticuleusement, voire même scrupuleusement, un certain nombre de détails, récurrents, et que notamment, ben, alors parmi ces détails, intéressants, hein, et qui vont nous servir le long de cette histoire, que le gardien de nuit, Jean, ben, prend sa pause à 2 heures du matin précise, que, l'alarme qui est en place est une, alarme de modèle Alpha 5 et que, la porte, dans lequel est enfin la porte de sous-sol, la porte blindée qu'il faut donc, réussir à ouvrir, se situe, en sous-sol et est en acier de type B24. Alors ne vous inquiétez pas, sur ces détails techniques, je n'irai pas, vérifier, si vous vous y connaissez en alarme ou en acier blindé. Toute, cette documentation, toute cette, spécification réalisée par notre cerveau est revue et franchement, quand nous recevons son dossier, le plan nous paraît parfait, et notre sponsor nous donne un go pour y aller quoi, pour aller récupérer ce fameux diamant. Alors, l'expertise ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que le cerveau lui, est un expert en termes d'organisation. Mais il a besoin de soutien et notamment de soutien technique, hein, de notre architecte, le génie, notre petit génie, que nous avons aussi recruté, pour l'occasion. Quelqu'un qui est très réputé dans le milieu, qui reçoit donc, l'ensemble du dossier, proposé par le cerveau. Alors, cet architecte, notre petit génie, conçoit un dispositif de brouillage, radio sur mesure, pour neutraliser l'alarme Alpha 5. Elle conçoit aussi un chalumeau thermique qui est calibré pour l'acier. Elle fait ça, donc elle passe 3 mois à faire des essais, hein, dans son laboratoire, l'ensemble est parfaitement documenté, que ce soit quand parle de plans aussi en l'occurrence, sont plutôt des schémas techniques et des schémas de construction, hein. Et donc elle élabore vraiment le dispositif, technique le plus adéquat pour, réaliser ce braquage. Donc le tout est bien documenté. Nous revoyons tout ça avec elle, et le sponsor valide, que, ben, on peut passer à l'étape suivante, l'étape de réalisation et donc de préparation un peu plus précise du braquage. Et donc là, ben, on a une équipe d'exécuteurs, hein, une équipe, alors plusieurs équipes d'ailleurs. On a une équipe qui est vraiment spécialisée dans la démolition, hein, qui commence, à fabriquer le chalumeau et puis une équipe, spécialisée dans l'infiltration qui prépare, le brouilleur, pour brouiller les signaux de l'alarme Alpha 5. Alors ces équipes, ont pas vraiment de dépendance les unes avec les autres, hein, en termes de réalisation des dispositifs. Cela dit, il y a un certain nombre de choses, qui apparaissent en cours de réalisation et qui nous sont remontées, en tant que responsable de l'organisation. Bah, notamment que le chalumeau, il a été conçu avec un type de gaz, extrêmement rare, qui va, demander une logistique, vraiment spéciale.
simplement parce que c'est ce qui marche le mieux sur l'acier B24, hein, et ça rend ce dispositif quasiment impossible à transporter discrètement. Alors cela dit, on trouve le moyen de mettre en place des diversions, et le moyen de pouvoir transporter le tout. Autre problème qui peut apparaître lors de notre phase de réalisation, ben, c'est que le brouilleur est plus complexe et beaucoup plus cher à fabriquer que ce qu'on imaginait au départ, notamment parce que, ben, un certain nombre de composants pour le réaliser, sont assez difficiles à trouver sur le marché noir, et ça occasionne un certain nombre de retards en fait, hein, le chalumeau et le brouilleur, occasionnent un certain nombre de retards et surtout, ben, un dépassement de l'enveloppe budgétaire. Alors c'est sûr que notre sponsor a un petit peu grincé des dents, mais cela dit, il a quand même, mis la main au porte-monnaie, j'ai envie de dire, et donc on a été en capacité d'arriver au jour J préparé, prêt à en découdre avec ces systèmes d'alarme et la porte du coffre. Donc ça y est, c'est le grand jour, le jour du braquage. Après 1 an de préparation, nous sommes fin prêts. En tout cas, l'équipe est fin prêt à y aller. Alors, c'est la première fois en effet que toutes les pièces du puzzle, concernant le braquage sont assemblées sur le terrain. Tout se passe vraiment pour le mieux, tout est planifié à la minute, et bien jusqu'à ce que, malheureusement, nous nous rendons compte sur place que c'est un vrai fiasco. L'équipe d'infiltration, lance le brouilleur, mais se rend compte qu'il est complètement inutile. L'alarme est une alpha 8 en fin de compte et pas une alpha 5. Elle utilise une fréquence inconnue, et oui, le besoin initial a changé, il a changé, 6 mois plus tôt, mais la spécification, ben, était restée la même, parce qu'on ne s'est pas repenché, sur cette spec. Quant à l'équipe de démolition, bon, ben, malgré l'échec de l'infiltration, ben, elle continue, ben, parce qu'il faut passer la prochaine étape du plan, et puis, vu la pression que nous mettait le sponsor, et ben, on n'avait pas trop le choix. Malheureusement, face au coffre, le chalumeau fonctionne, heu, mais il est trop lent, sur la nouvelle porte blindée de type B6. Et oui, c'est plus du B24, c'est du B6. Elle a été installée en secret 2 mois auparavant. Et on se rend compte le jour J que l'effort, produit par notre, équipe de démolition, bah, a été gaspillé, sur un objectif qui était complètement dépassé. Et comble du tout, l'alarme, finit par se déclencher alors que personne n'arrive à trouver le gardien pour le maîtriser, parce qu'on a perdu énormément de temps. Et on se rend compte le jour J que le gardien a été remplacé par une IA qui appelle immédiatement les renforts, et je vous laisse imaginer qu'en termes d'efficacité de défense pour le musée, on n'était pas sur du tout à fait le même, niveau d'exigence, en termes de réponse. Alors on arrive quand même à s'exfiltrer et à se retrouver pour un post-mortem. Alors le post-mortem, ben, le post-mortem, c'est comme beaucoup de post-mortem dans ces cas-là, quand on est face à un échec, ben, tout le monde cherche le coupable. Le commanditaire, lui, blâme le cerveau, pour des spécifications qui ont été obsolètes. Le cerveau, lui, blâme le génie pour avoir, conçu, des choses qui étaient pas adéquates ou surconçu même un certain nombre de choses. Et le génie, notre architecte, ben, lui blâme les exécuteurs, sur, la qualité, sur la prise de décision et leur autonomie, durant la phase de réalisation. Tout le monde blâme tout le monde, comme je le disais, et en termes d'apprentissage, ce qu'il en ressort, bah, c'est qu'il y a pas vraiment d'apprentissage formel, bien sûr, mais que la solution qui est proposée, ben, elle est de rédiger de meilleures spécifications la prochaine fois et surtout de planifier encore plus longtemps avant l'exécution. Donc, avec le recul, après un long week-end, à y réfléchir, Gérard et moi-même, qui avons eu vent forcément de cet échec, cuisant, de ce fiasco, ben, on se dit: «C'est quand même une stratégie étonnante
parce qu'on est certainement en train de renforcer un truc, qui marche déjà pas. Et je me suis rappelé une vieille devise Shadok que j'ai pu voir en mon jeune temps, ben, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Et je me dis: «On n'est pas vraiment sur la bonne stratégie à adopter pour le prochain coup». Donc c'est vrai que dans un environnement de type braquage, dans lequel on a passé 80 de notre énergie à essayer d'établir un plan parfait et à le figer, à le documenter, et documenter l'ensemble des hypothèses. Et aussi, dans lequel on a établi, un plan détaillé des documentations béton, et où on n'a peut-être pas fait communiquer correctement les équipes de réalisation ensemble. Ben, tout ça, ça donne, en quelque sorte une illusion de sérénité et de confort, et je parle bien d'un environnement de type braquage, c'est-à-dire un environnement où tout peut changer à tout moment. Mais en fin de compte, en réalité, ben, ce qu'on découvre, hein, c'est que la 1re vraie dépendance qui apparaît, le premier code qui ne marche pas, le premier trou dans le mur, ben, il est trop tard. Il est trop tard car les sirènes retentissent déjà. Alors, fort de ce fiasco et des représailles forcément, hein, de notre commanditaire, et de la mauvaise pub que ce fiasco a fait, sur notre organisation, la famille, on s'est dit avec Gérard qu'il fallait qu'on renoue avec le succès. Et c'est, à ce moment-là où on s'est dit: «On va faire notre petite crise d'adolescence organisationnelle» qu'on a nommée, crise d'agilescence, notre période de rupture ou notre période de reconnexion avec, l'enfant ou en tout cas le binôme que nous étions, il y a très longtemps. Et comme toute entreprise qui se respecte, on a voulu quand même expérimenter pour vérifier que cette crise, pouvait nous amener des choses. Et donc on a organisé un nouveau petit coup, un nouveau petit braquage, un peu moins ambitieux certes, mais qu'on a fait porter par de nouveaux, experts, un peu peut-être moins experts, dans la technique, mais qui avaient, leur domaine d'expertise. Alors on a fait appel à une stratège, hein, la stratège, qu'on pourrait voir comme notre product owner, qui est venue avec sa propre vision. C'est-à-dire qu'elle est venue avec un produit, qu'elle imaginait réalisable et réaliste, peut-être moins ambitieux encore une fois, mais c'est une vision très, très claire en fait, hein. Elle voulait que l'équipe vole une parure qu'on appelle le cœur de l'océan, un ensemble de colliers et de boucles d'oreilles, qui était dans une bijouterie, dont le nom est l'éclat discret. Donc, cette stratège, elle liste l'ensemble des besoins sur un tableau que certaines équipes appellent product backlog, et notamment parmi les besoins, ben, vous pouvez voir listé désactiver l'alarme de la vitrine, ouvrir le coffre arrière, s'échapper discrètement. Et elle insiste auprès de l'équipe, sur la priorité de sa vision, c'est-à-dire que le collier est vraiment la chose la plus importante à voler, et s'il faut faire un cut, on ne récupère pas les boucles d'oreilles, mais on récupère uniquement le collier. Une fois qu'elle expose cette vision, et cette vision, elle l'expose, lors de bah, d'un grand meeting qui a pour but de préparer le coup. On lui met à disposition un petit groupe de spécialistes, hein, un expert en alarme, un serrurier, qui est très efficace et un chauffeur. Et on réalise, ben, cette planification, où tout le monde est autour de la table avec la stratège qui porte cette vision, et on imagine en tout cas de se donner des objectifs assez court terme, et notamment pour une première semaine, ben, l'ensemble de l'équipe décide en concertation, de se fixer un objectif, c'est, d'accéder, de manière sécurisée à la bijouterie et d'identifier, exactement, de quoi est fait le coffre. Ils créent, des tâches, dans leur backlog, hein, qu'ils estiment pouvoir réaliser dans un délai vraiment très réaliste d'une semaine, et notamment, ben, la reconnaissance des lieux, l'analyse du système d'alarme et la planification de la route d'évasion, et on y va,
la planification de la première semaine est bouclée, tout le monde est d'accord et tout le monde se retrouve le soir même pour un briefing, car avant chaque mission nocturne, l'équipe se réunit rapidement devant une carte de la bijouterie et les objectifs. L'équipe établit ensemble, ce qu'ils feront, ce soir, le soir même et essaye d'identifier s'il y a des obstacles à la réussite de la soirée. Alors, ça nous a bien servi, ce type d'organisation parce que le 1er soir, l'expert en alarme découvre que la bijouterie a installé un capteur de mouvement infrarouge de dernière génération, qui était pas connu jusqu'alors et c'est vraiment perçu comme un imprévu majeur, par les gens sur place. Donc en effet, la première nuit, est un «fiasco» entre guillemets, mais au lieu d'abandonner ou, de se persévérer entre guillemets «bêtement», l'équipe et la stratège se revoient le soir même, et décident tous ensemble, du fait que, en effet, l'objectif d'identification du coffre est complètement bloqué, qu'on doit reprioriser tous ensemble et que, l'objectif de ce sprint doit devenir, l'objectif de cette première semaine doit devenir trouver une solution pour pour ce nouveau capteur. Donc notre cerveau voilà, complète le backlog, change un peu les éléments, factuels et inscrits à l'objectif. Recherche et développement sur le capteur IR en l'occurrence, sur le capteur infrarouge en l'occurrence. Et le serrurier qui lui, se retrouve, avec rien à faire, parce qu'il ne sait pas encore quel coffre il va devoir, crocheter. Il se met à la recherche, il se propose en tout cas de se mettre à la recherche d'informations sur ce capteur et de filer un coup de main, sur, la découverte et trouver le moyen de shunter, ce capteur infrarouge. La semaine se passe, l'équipe arrive à avancer correctement. Bon, il y a encore eu quelques petits imprévus, mais qui sont notablement moins importants. Et donc à la fin de semaine, après 5 nuits, passées, l'équipe, elle présente, ce qu'elle a réalisé, avec la stratège, donc nous, on y est invités avec Gérard. Donc ils ont, en l'occurrence, à la fin de cette première semaine, une reconnaissance complète des lieux. Ils ont identifié aussi et ont une piste pour neutraliser le nouveau capteur infrarouge et ça permet, à la stratège, certes de dire qu'elle est déçue que le coffre ne soit pas encore identifié, mais elle est ravie de voir que l'équipe a réussi à switcher et à s'adapter et ça lui donne, en l'occurrence, elle le présente comme ça, en fait, elle décide, en quelque sorte ce soir-là que l'objectif de la semaine prochaine, ça sera de neutraliser le capteur infrarouge et en l'occurrence d'ouvrir le coffre. Et donc voilà, cette revue lui permet d'ajuster son attente en termes de valeur en fonction de l'apprentissage. Et l'équipe se retrouve, autour d'un verre à la fin de chaque semaine, en l'occurrence cette première fois, pour débriefer sur ce qui a bien fonctionné. Alors en termes d'exemple, la réactivité face au capteur infrarouge. Qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné? Le chauffeur, en l'occurrence, n'a pas eu l'info, sur la nouvelle rue qui était bloquée, et notamment il ne l'a pas eu à temps, ce qui l'a un petit peu dérangé, pour récupérer l'équipe, une des nuits. Ça n'a pas été un drame majeur, mais ça aurait pu le devenir si ça avait été le jour du braquage. L'ensemble de l'équipe, décide que, il y a peut-être un axe d'amélioration là-dessus, en tout cas en mettant en place un système de communication radio beaucoup plus fiable entre le chauffeur et l'équipe, qui est sur place. Et donc en termes d'action concrète qui est, capitalisée sur la liste des choses à faire, c'est de tester un nouveau système de radio, qui est crypté et qui permet à notre chauffeur d'être, prévenu en live ou de prévenir l'équipe, des aléas, de la circulation. Et se passe, ce qui se passe, au bout de 2 semaines, l'opération «L'éclat discret»,
qui est le nom, encore une fois, de la bijouterie, certes a connu un certain nombre d'imprévus, mais grâce à la transparence, à l'inspection régulière de l'ensemble de l'équipe, à la création de à l'utilisation de l'intelligence collective et à l'adaptation, rapide issue de cette intelligence collective, ben, l'équipe n'a pas gaspillé son temps et sur un plan obsolète. Cette équipe, elle a appris, s'est ajustée, elle s'est rapprochée de son objectif, petit à petit, mais avec une efficacité qui était bien supérieure à l'ancienne méthode, que nous avions expérimentée sur le fameux diamant. Notre organisation, ben, grandit, hein, on propose ce modèle organisationnel à chaque équipe, qui l'applique maintenant désormais, qui applique maintenant, ben, l'ensemble des principes qui fonctionnent en fin de compte et qu'on trouve qui fonctionnent bien, hein. On a plusieurs expériences, qui abondent en ce sens, et on voit qu'aujourd'hui, enfin, il y a quelques mois maintenant, on a la capacité à adresser des braquages qui sont bien plus ambitieux et complexes, à la condition sine qua non que, ben, pour réussir, on a besoin de plus d'une équipe pour y arriver et donc il va falloir désormais coordonner plusieurs équipes, tout en reproduisant, ce modèle organisationnel qui a si bien marché ces mois, précédents. Petite nouveauté, c'est qu'on intègre, fort de notre agrandissement, encore une fois, on intègre, 3 commanditaires, aux intérêts, qui divergent, un tant soit peu, mais qui sont des intérêts qui nous semblent cruciaux pour notre organisation. Donc on a notre ancien, dont la priorité est la sécurité et la stabilité de l'organisation. Il veut des systèmes de défense impénétrables de notre organisation. On a notre stratège qui a pris un peu de grade et qui, fort de toutes ces expériences qu'elle a engrangées, ben, met la priorité sur le potentiel de croissance et notamment sur la valeur financière. Notre butin, en fin de compte, elle veut des coûts avec les rendements les plus élevés. Et on accueille notre professeur, qui lui a plutôt une priorité sur la recherche et développement et à l'amélioration de nos compétences, dans tous les domaines, nécessaires au braquage. Il veut vraiment développer de nouvelles technologies et de nouveaux outils. Alors comme vous le voyez tel que présenté, ben, les intérêts sont pas forcément, très convergents, mais ils ne divergent pas complètement, hein. Les trois commanditaires vont vraiment dans le bon sens de notre organisation et de la pérennité de notre famille. On établit, enfin en tout cas, on travaille avec eux à établir un portefeuille stratégique, hein, et en l'occurrence sur ils travaillent de concert, sur des éléments à forte valeur ajoutée et sur lesquels on peut coordonner l'ensemble de nos équipes. Et on a, 3 cibles, hein, potentielles, la réserve internationale qui est une priorité haute, mais qui présente un risque technique qui est vraiment immense. Le trésor numérique des banques centrales, qui est vraiment un rendement maximal compte tenu des taux de conversion, au moment de l'élaboration de ce portefeuille stratégique, mais qui va nécessiter beaucoup de recherche et de développement, notamment, sur le hackage. Et l'amélioration des capacités furtives, voilà, qui est plutôt une initiative interne, mais qui va réduire drastiquement les risques que notre organisation se fasse prendre et que chacun des membres se fasse prendre. Alors, s'ensuit un arbitrage, stratégique, hein, les 3 commanditaires se réunissent, ben, pour arbitrer, quelle cible, la famille doit viser et la stratège forcément pousse pour le trésor numérique, car le taux de change est vraiment excellent. L'ancien, lui, s'inquiète un petit peu de la faible maturité, des outils de cybersécurité de l'organisation et de hackage, notamment pour cette cible. Et donc le professeur propose, lui, de faire un effort sur l'amélioration des capacités furtives, pour le prochain trimestre, ce qui devrait normalement réduire le risque, sur le trésor numérique. Et donc la famille, ne va pas se concentrer sur la réserve internationale tout de suite. Les commanditaires vraiment arbitrent pour que ce trimestre, ou en tout cas le prochain trimestre,
les équipes et l'ensemble des équipes se concentrent sur la préparation d'accès au trésor numérique et l'effort particulier, sur la R&D nécessaire à l'atteinte de cet objectif. On reproduit le modèle, on fait un grand briefing où on réunit tout le monde, l'ensemble des équipes se réunit, des équipes d'infiltration, de démolition, de logistique, d'exfiltration, et une petite nouvelle, qui fait son apparition, l'équipe de hackers. On se réunit pendant 2 jours dans notre pair. Ces 2 jours sont l'occasion pour nous de nous aligner, sur les choses à développer, et les choses à préparer, qui découlent vraiment directement de l'arbitrage, stratégique des commanditaires et notamment, des grandes features, du type développement du code zéro pour les banques, ou, analyse des pare-feux, des banques centrales et cetera et cetera. Bien sûr, il y en a bien d'autres. C'est l'occasion pour les commanditaires qui sont présents avec les équipes d'insister, j'allais dire lourdement, sur le fait que même si, la réserve internationale semble une cible facile, si une des équipes se met à travailler dessus, et c'est l'ensemble de l'organisation qui va en périr, étant donné que, on n'aura pas assez de mains sur, tous nos travaux de recherche et développement pour le trésor public, j'allais dire, le trésor numérique. Donc ils insistent sur le fait de rester alignés sur les priorités qui ont été arbitrées. Donc cet alignement étant là, chaque équipe commence à concevoir, à décomposer en tâches plus petites, ce qui va être, nécessaire, en termes de travaux préparatifs. On identifie, chacune des équipes va identifier un certain nombre de dépendances, et qui est en quelque sorte le chemin critique et qui est mis en visibilité de tous. Alors parmi les dépendances que je peux vous citer, il y a des dépendances techniques, sur le code de chiffrement. En effet, l'équipe d'infiltration doit intégrer et tester le code 0, dans des drones et ce code est fourni par l'équipe, de hackers. Bien sûr, si, l'équipe de hackers, n'est pas en capacité de fournir ça ou si on n'arrive pas à assembler l'ensemble, on est face à un blocage pour l'infiltration et donc face à un certain nombre de retards, accumulés. Il y a des, dépendances de type logistique, sur le transport lourd. Et en effet, l'équipe de démolition doit fournir, le design et le dimensionnement des charges, explosives à l'équipe de logistique, pour que cette dernière puisse préparer le moyen de transport le plus furtif et le plus efficace qui soit adapté. Et sans la gestion de cette dépendance, on va se retrouver face à l'impossibilité de déplacer, furtivement les explosifs et potentiellement, un risque grandissant pour qu'on se fasse prendre le jour J. Une fois que ces dépendances sont mises en visibilité de tous, les équipes ajustent leur plan, et on présente un plan, sur le trimestre qui nous paraît cohérent, et qui surtout nous paraît, réaliste, dans l'ensemble, sur l'ensemble des équipes intégrées et l'ensemble de l'organisation. Et donc là, on se met à y aller. Donc, l'échelle de temps est un peu différente, on a des itérations, même modèle que ce qu'on a pu vivre dans un format un peu moins à l'échelle, Donc chaque équipe se met à travailler sur des cycles, d'apport de valeur de 2 semaines. L'équipe de hackers va forcément développer des outils de piratage, l'équipe d'infiltration va concevoir des drones furtifs, l'équipe démolition, elle, va tester un ensemble de micro-explosifs. Et tous les 2 jours, on a notre super stratège, qui réunit les chefs d'équipe pour faire le point sur les avancées. Et comme, toute organisation de récupération, j'ai envie de dire, de ce type, il y a des imprévus qui apparaissent et notamment, à l'itération numéro 2, l'équipe de hackers rapporte, un blocage, qui n'était pas prévu, notamment que le code 0 interagit mal avec un certain nombre de systèmes de leurre, qui sont prévus par l'équipe d'infiltration. Ça crée un bug de détection. Enfin bon, je vous passe un petit peu les détails techniques. Et durant cette synchro, le super stratège, au lieu de chercher un coupable, il va surtout s'orienter vers,
la recherche de solutions et notamment en termes de résolution de ce problème, on se dit que en tout cas, ils se disent que les 2 équipes doivent vraiment se coordonner, pour une journée de collaboration forcée, hein, un genre de journée de crise, afin de débloquer l'interface, et cela étant dit et la décision étant actée et prise et mise en œuvre, et ben, la dépendance est résolue en un temps record et en temps réel et ça évite, le blocage, qui était, potentiellement, un blocage fort. Ça n'a pas été, l'exécution certes est cadencée, mais ça n'a pas été de tout repos. Il s'est avéré qu'on a eu un imprévu, externe qui est plutôt un imprévu de type, stratégique, qui a vraiment percuté notre stratégie. Alors je ne sais pas vous, dans vos organisations, plutôt d'entreprises, légales, mais nous, ce sont des choses qui peuvent arriver, assez régulièrement. Et notamment, ben, en l'occurrence, le problème qui est apparu, c'est qu'un nouveau décret gouvernemental, ben, a rendu le vol du trésor numérique, beaucoup plus risqué de 1, mais surtout beaucoup moins rentable. Le butin était complètement dévalué par une monnaie électronique surtout, des droits, des des éléments, de déve enfin de externes complètement, des événements mondiaux qui ont dévalué l'ensemble des monnaies numériques, qui étaient stockées. En conséquence, ben, l'objectif, principal de notre trimestre, a été c'est complètement enfin s'effondre complètement, quoi, hein. Continuer le travail, ça serait vraiment un gaspillage, énorme d'efforts et durant nos synchronisations qu'on a de manière, pareil régulière, peut-être moins régulière que ce que propose le super stratège, et ben, on fait une réunion avec, l'ensemble de nos commanditaires et ben, cette réunion a été, très mouvementée. Je vous fais une synthèse de tout ça. L'ancien, lui, il exige l'arrêt immédiat du vol du trésor numérique parce que, le risque est trop élevé et que ça met trop à mal notre organisation. La stratège, elle est plus mitigée, elle s'y oppose aussi, à l'arrêt, hein, parce que, ben, ses arguments, c'est que c'est une décision qui peut être trop hâtive, les monnaies peuvent être réévaluées. En effet, la progression, boursière de ces monnaies-là peut évoluer dans le temps et surtout, ben, elle a peur de frustrer l'ensemble des équipes et notre super stratège, intervient avec son collègue, qui et surtout rappelle, ben, c'était quoi le portefeuille et la vision stratégique. Et il propose un pivot stratégique, en l'occurrence. C'est, de réallouer, tout le travail qui a été effectué par nos équipes, qui font de la recherche et du développement et qui servaient vraiment, la recherche et développement, bah, de le réallouer, parce que c'est pas forcément du travail perdu, il peut être réorienté sur d'autres cibles qui sont aussi alléchantes ou qui n'ont pas été dévaluées, elles. Et la décision qui est arbitrée, ben, ce jour-là, après une réunion très houleuse, bah, c'est que le vol du trésor numérique est complètement dépriorisé. Ce sera quelque chose qui sera, potentiellement, réévalué plus tard, et que le travail restant est immédiatement réaffecté à la préparation, du vol de la réserve internationale. Heu, En effet, ce point de synchronisation a été l'occasion pour nos commanditaires de réarbitrer plutôt en faveur de la flexibilité, et de la continuité, de l'apport de valeur que de persévérer, dans l'erreur et heu et ça a été, quelque chose d'assez chaotique, je dois l'admettre. Le trimestre se passe, à la fin du trimestre, réapplication du même modèle, on fait un bilan et on voit comment on peut s'améliorer donc la famille présente l'ensemble des acquis, de ce trimestre. Le code des 0, est finalisé, la validation de systèmes de leurrage GPS aussi, l'ensemble des éléments de microcharge, qui peuvent être déplacés furtivement, c'est OK. Les drones de brouillage pour les banques, c'est OK aussi. Il y a eu d'autres éléments aussi, qui nous ont rapprochés de notre objectif final, bien sûr.
Et j'ai envie de dire, notre inspection et adaptation, un genre de grande rétrospective faite ensemble, ben, la famille, l'ensemble de l'organisation apprend beaucoup des imprévus, notamment des décrets et des conflits que ça a pu générer auprès de nos commanditaires. Et on trouve que c'est une bonne idée, en termes d'action d'amélioration, d'ajouter, pour le prochain trimestre, de créer un canal de veille économique, donc de dédier une partie, de nos effectifs à faire de la veille, et alerter les commanditaires en amont de tout changement ou tout pressentiment de changement, réglementaire qui serait susceptible d'impacter la valeur de nos cibles. Donc c'est vraiment un apport, l'organisation est apprenante, hein. Et au bout de quelques mois, hein, 6 mois plus tard en l'occurrence, l'organisation a accompli, tout ce qui était, recherche technologique nécessaire. On a réussi à s'adapter jusqu'à la dernière minute, en termes de déroulé du braquage. Et notre super, stratège avec, l'accord des commanditaires lance l'opération Code Bleu. Notre coût final sur la réserve internationale. Alors je vous passe les détails et ce qui s'est réellement déroulé, mais sachez que nous avons suivi, Gérard et moi, ça en salle d'opération et je dois avouer que l'exécution a été, d'une fluidité, chirurgicale. On s'est rendu compte que les dépendances, tracées, des mois auparavant, enfin, des mois auparavant, voire les mêmes dernières dépendances, levées, quelques jours plus tôt, ont permis d'avoir un plan qui était, respectable et respecté à la minute près et qui s'est déroulé, sans vraiment, de difficultés, hein. La fluidité était là. L Voilà, parmi les éléments remarquables que je peux émettre, ben, quand nos équipes pénètrent dans la chambre forte, l'objectif initial qui était de récolter un butin en termes de bijoux, d'œuvres d'art, et de choses plutôt monétaires, hein, et monnayables, sur l'impulsion d'une idée, de l'ancien, a réussi aussi, idée qui a été émise vraiment, quelques semaines auparavant, a réussi à extraire un certain nombre de données ultra secrètes, qui sont à la fois, un moyen pour notre organisation, la famille, ben, de sécuriser, notre organisation, hein, car nous avons maintenant un certain nombre de moyens et un certain nombre d'informations, de hauts dirigeants, qui nous permettent de les maintenir un peu à l'écart de nos activités. Mais aussi, voilà, une vraie pérennité, dans le temps, quoi. Voire un moyen de pression et un moyen de monnayer aussi l'information. Donc ce qu'on en retient sur ce coup du siècle, j'ai envie de dire que c'est dans un environnement de type braquage. Ce que moi j'en retiens en tout cas, c'est que le plan d'un braquage sert et ne doit servir que de boussole, mais il ne doit pas être une cage pour l'ensemble de l'organisation. Dans un environnement en effet où tout peut changer à tout moment, notre seule garantie de succès, c'est notre capacité à, de un, associer en continu le design, la réalisation, l'intégration, mais aussi de raisonner, en termes d'adaptabilité et d'obtenir des résultats tangibles à chaque étape, à chaque avancée, à chaque semaine, chaque, itération et chaque trimestre. Et c'est un petit peu ce qui fait la différence entre une organisation qui, exécute un document, que nous étions lors de la récupération du diamant, et différence notable avec une équipe qui réussit son coup, quoi. Alors, en épilogue, ce que je disais que ça pouvait être intéressant de vous donner un petit peu l'épilogue de où on en est aujourd'hui. Ben, l'ancien, lui, il obtient non seulement la stabilité qu'il a souhaitée,
pendant des années. Il voit aussi son pouvoir renforcé grâce aux nouvelles capacités de recherche et développement qui sont développées et qu'on continue à développer dans le milieu du braquage. Ce qui valide surtout, c'est que notre nouvelle organisation est le seul moyen de garantir la pérennité et la sécurité de l'organisation, de la famille, quoi, face à l'incertitude. La stratège, elle, est vraiment reconnue désormais dans le milieu pour son sens stratégique et sa capacité à maximiser la valeur tout au long des changements. Son retour à elle, c'est qu'elle regarde le backlog, en tout cas, elle regarde cette liste comme étant un élément vivant de l'organisation, comme le cœur en fait qui bat et qui évolue, qui se renforce, qui peut s'affaiblir aussi parfois. C'est plus une liste de tâches bête et méchante, mais c'est vraiment une feuille de route d'opportunités qui nous ouvre des opportunités sur les 10 prochaines années. Donc, vous entendrez peut-être encore parler de nous dans les 10 prochaines années. Le professeur, quant à lui, il pérennise une culture dans notre organisation où l'apprentissage est traité avec la même rigueur et la même valeur qu'une opération de braquage elle-même. Son influence, notamment au sein de notre famille, garantit que notre organisation continuera d'allouer une part de ses ressources à l'exploration technique et à l'exploitation de ces techniques. Quant aux équipes, elles ne se dissouent pas, elles ne se sont pas dissous. Elles ont développé en fait une confiance et une vélocité qui est vraiment aujourd'hui impressionnante. Et elles sont désormais la cellule la plus performante de l'organisation, hein. Elles sont prêtes à tout moment à se synchroniser à nouveau pour un prochain cycle de récupération. Euh, et, euh, et ce que moi j'en retiens, c'est que la famille a appris que le véritable butin de notre organisation, ce n'était pas forcément l'or, ni l'information, ni les œuvres d'art, mais surtout notre capacité de nous adapter. Voilà ce qu'il en est de ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions et réponses, c'est le moment de les évoquer et de m'aider, enfin voilà, d'aller approfondir un petit peu le sujet. Je ne sais pas dans le fil de discussion si vous avez des éléments, des choses à clarifier. Je ne vois pas de questions. Elsa, toi qui me secondes, est-ce que tu as vu des questions? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Il y a toujours un petit délai, donc on attend encore un peu. Je crois qu'il y a à peu près 50 secondes de délai. Donc c'est D'accord. normal que ça ne s'affiche pas tout de suite entre la diffusion en live et nous. Mais, euh, mais en tout cas, je n'en ai pas vu pendant ton intervention. Mais effectivement, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je peux peut-être combler en vous expliquant ce que je vous ai peut-être pas expliqué au départ, mais j'ai choisi d'aborder ce sujet un petit peu de la transformation au regard de cette métaphore parce que je trouve que cette métaphore fonctionne particulièrement et s'adapte particulièrement au contexte d'agilisation des entreprises et aux étapes peut-être qu'il faut franchir pour réussir. Euh, j'ai pas de copyright sur cette métaphore, mais en y réfléchissant un peu, parfois je me pose la question de voilà, et si au lieu d'être en mission à droite ou à gauche, si j'étais dans une équipe ou si j'étais dans une organisation dont le but était de faire du braquage professionnel, est-ce que réellement ces choix organisationnels ou c'est cette manière peut-être de gouverner est la plus adaptée? Et souvent, ça me donne vraiment ce pas de recul sur, enfin cette métaphore m'offre ce recul nécessaire, qui peut être, parfois salvateur et qui me permet moi aussi de mieux conseiller mes clients ou voire même de mieux conseiller les équipes que je peux accompagner.
métaphore que je peux proposer aussi à un certain nombre d'équipes que j'accompagne. Merci pour la précision, Adrien. Écoute, je ne vois pas de questions qui se déroulent, donc tu peux conclure, je pense. Merci beaucoup en tout cas. Eh ben, je tiens à vous remercier si vous regardez actuellement ce Tech Live qui vous a été, qui nous a, enfin, qui m'a permis d'être donc Lannick est le porteur et qui m'a permis peut-être de briller. Vous pourrez retrouver le replay et j'espère que vous serez intéressé à re-regarder et à vous reposer des questions. Je vous laisse aussi, voilà, si vous voulez vous connecter avec moi, le LinkedIn, mon LinkedIn perso et le LinkedIn de notre communauté agile chez Clanic, dans lequel nous postons un certain nombre d'éléments et dans lequel vous pourrez retrouver aussi l'accès à un journal trimestriel que nous publions et qui est à votre disposition. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt, j'espère.